C'est l'ouverture du numéro de l'Intelligent Club de ce vendredi 16 mai sur l'Intelligent TV. Merci à tous de nous rejoindre dans cette édition. Au sommaire, réinscription sur la liste électorale que peut le Parlement européen pour Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé-Goudé, Charles et Tidjane Thiam. Après Théophore Codé, d'autres soroïstes virent au RHDP. Nous terminerons ensuite avec la titrologie pour commenter les principales actualités développées dans la presse ivoirienne ce vendredi. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguesson, merci de votre présence sur ce plateau. On revient juste après la transition. Ce vendredi 11 mai, le président du PDC, RDA, Cheikh Tidjane Thiam, était à Bruxelles, au Parlement européen, où il a rencontré certains parlementaires européens pour échanger avec eux autour de la situation politique en Côte d'Ivoire. Ces militants étaient également rassemblés devant le siège de l'instance européenne pour lui apporter leur soutien. On regarde cette vidéo dans laquelle il s'adressait à un journaliste européen juste après les échanges avec les parlementaires. Malheureusement, je crois que non. Une petite minute, juste, vous êtes au bout. Monsieur, on ne peut pas faire aux questions qui se posent à la Côte d'Ivoire en une minute. Vous aviez plus, oui, mais pas en une minute. Parce que vous allez vouloir parler de nationalité. Moi, je veux parler de l'assurance de vie de 59 ans. Je veux parler des élèves de terminale qui ont un niveau de 3e. Je veux parler de la Côte d'Ivoire 166e à l'IDH. Et beaucoup de journalistes veulent parler de nationalité. C'est ça, comme la nationalité. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour porter cette parole et ce message. La Côte d'Ivoire au profit des Ivoiriens et pas au profit d'un temps. Il faut une alternance en Côte d'Ivoire aujourd'hui indispensable. Il faut une alternance que nous voulons pacifier. Mais il faut une alternance. C'est ça la démocratie. C'est pas choisir contre qui on peut français se présenter, c'est pas éliminer c'est pas utiliser des lois qui n'ont jamais été utilisées en 60 ans. La plupart des gens qui sont ici, selon la loi, ont voulu habiter, ne sont pas ivoiriens. Soro Djabiga, on vient donc d'entendre le patron du PDCI, RDA, qui échangeait dans cette vidéo avec un journaliste européen suite à ses entretiens avec les parlementaires européens. Alors, quels sont, selon vous, les enjeux de ce déplacement à Bruxelles ce vendredi ? Oui, les enjeux sont énormes et je peux dire que sur le coup, le président du PDCI a capté les enjeux et il maîtrise un peu, il sait un peu que la portée que cela pourrait avoir et l'impact que cela pourrait avoir, notamment dans la situation sociopolitique que la Côte d'Ivoire traverse. Vous savez, Laurent Gbagbo, Guillaume Bafori, Soro, Charles Blé-Goudé et Tidjane Thiam ont été exclus du fichier électoral ivoirien. Leurs partisans dénoncent cette situation comme une manœuvre d'exclusion politique et certains évoque le recours à des institutions internationales pour pouvoir apporter la solution, d'où le recours au Parlement européen. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Le Parlement européen ne peut pas directement intervenir dans des États souverains comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un territoire de l'Europe, pour pouvoir modifier des lois ou modifier des décisions judiciaires. Ça, c'est vraiment, c'est pas possible. Par contre, en revanche, le Parlement européen peut prendre des résolutions, peut prendre des résolutions pour pouvoir dénoncer des situations, notamment des exclusions arbitraires de leaders politiques, voilà, du fichier électoral. Et ça peut se faire parce que il faut dire que le Parlement européen a une situation réactionnaire. Il n'agit pas, mais il réagit plutôt à la demande des ONG ou bien des députés assez influents ou des leaders politiques, des figures comme Tidjane Thiam qui sont assez influents. Mais le Parlement européen ne peut pas se lever directement pour agir dans quelque chose. Et son action est ciblée, son action est millimétrée. Cela se fait de façon indirecte par moment à travers des lobbying, aussi avec des narratifs qui sont assez clairs. Et ces mots-là, il faut les mesurer. L'exclusion politique, l'atteinte aux droits civiques et politiques ou la déstabilisation. Je prends l'exemple de Tidjane Thiam, par exemple. Une figure qui est assez modérée, un Tidjane Thiam qui est pro-business et qui est favorable à l'influence de la France en Côte d'Ivoire. C'est un enfant de la France, il a toujours dit qu'il doit tout à la France. Un Tidjane Thiam aujourd'hui qui est exclu de la liste électorale. Il doit tout à la France. Oui, il a dit quand? Il a dit, on peut trouver la déclaration sur les réseaux sociaux. Tidjane Thiam a dit qu'il est reconnaissant à la France, que la France lui a beaucoup apporté. Vous pouvez fact-checker si vous voulez. Donc un Tidjane Thiam aujourd'hui
qui est exclu de la liste électorale lorsque cela est perçu comme un facteur de déstabilisation, lorsque cela est perçu comme une menace aux intérêts de la France ou de l'Europe en Côte d'Ivoire, ça peut également amener l'Union européenne à prendre des mesures pour pouvoir empêcher que la déstabilisation se produise afin que les intérêts soient menacés. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Union européenne vienne intervenir directement pour dire qu'il faut remettre le nom de Tidjane Thiam, il faut remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais par contre, il y a des lobbying, il y a des manœuvres qui peuvent se mettre en place, voilà, il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être déployées. Tidjane Thiam l'a compris. En 2 minutes, il a eu un échange avec un journaliste français. Et il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il n'a pas parlé directement de sa situation et ça a été un bon coup de communication. Il a dit aux journalistes, vous attendez à ce que je parle de la nationalité, mais non. Je parle de l'espérance de vie des Ivoiriens qui se limite à 59 ans. Je parle de l'IDH, je parle du classement de l'école ivoirienne au niveau de l'Afrique. Et c'est autant de questions qui touchent directement la vie des Ivoiriens. Ce sont ces questions importantes que Tidjane Thiam est allé déposer au Parlement pour que ceux-ci captent la situation, captent l'urgence dans laquelle se trouvent les peuples ivoiriens et peut-être décident d'intervenir conformément aux accords qui nous lient avec ces puissances-là. Absolument, l'Union européenne étant un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire, mais ici il s'agit plutôt des parlementaires européens. Donc une sorte de lobbying que tente de faire le leader du PDCI, Jean-Richard Guesson. On a démarré en trompe cette émission, mais bon, rentrez dans le pays avec nous sans réelle préparation. Mais la Rial nous a lancé. Alors à votre niveau, quels sont les enjeux que vous percevez dans ce acte que vient de faire le président Thiam ce vendredi en cours d'après-midi à Bruxelles auprès des parlementaires européens? Moi, avant de parler des enjeux, moi c'est une posture un peu qui me gêne. Vous savez, en Afrique, très souvent, on est prompt à critiquer les différentes interventions de l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis tout de même surpris que l'opposition ivoirienne cherche notamment l'appui de l'extérieur. Pendant longtemps, on a critiqué en blanc le blanc, de regarder dans nos problèmes internes. Mais moi, je reste quand même assez surpris. Moi, je pense que on gagnerait plutôt à régler le problème en interne. Vous avez évoqué ce déplacement. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu? C'est vrai que le PDCI tente d'interpeller notamment l'international sur la situation que vit le président Thiam, que la situation que vit le président Laurent Gbagbo ou encore le président Soro Guillaume. Mais n'empêche que par moment, il faut respecter aussi nos juridictions. On est prompt à appeler l'international lorsque ça nous arrange, mais par moment, lorsque nos juridictions prennent des décisions, il faut le respecter. C'est aussi ça, la démocratie. Aussi pour le PDCI et le reste de l'opposition ivoirienne, les juridictions ivoiriennes, nos instances judiciaires ne sont pas fiables. L'opposition estime qu'elles sont à la solde du pouvoir. Le PDCI l'a encore décrié récemment, on parle de justice aux autres. Alors comment cette opposition pourrait faire confiance aux instances judiciaires de notre pays? Vous savez, pour revenir au PDC-RDA, ce parti aussi a fait manque de stratégie, surtout le président Tidjane Thiam, un peu dans ses agissements lorsqu'il a pris la tête du PDC-RDA. Vous savez, à l'issue du 8e congrès, c'était le 23 décembre 2023, il a été porté comme candidat du PDC-RDA avec plus de 96% des voix. Et à cet effet-là, ils étaient nombreux au niveau du PDCI qui estimaient qu'il était leur champion. Je pense qu'à cette époque déjà, il aurait pu abandonner sa nationalité française. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, demander l'appui des parlementaires européens, je pense que ça fait un peu désordre. Il faut apprendre aussi à respecter nos juridictions. Je pense que c'est comme ça qu'on peut construire une démocratie, pour ma part, assez forte. Très bien. Soro Djabiga, Jean-Richard le disait tout à l'heure, on a tendance à critiquer l'ingérence des Occidentaux dans nos affaires intérieures. C'est un fait. Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne qui semble s'agripper à un espoir lointain, outre-mer, pour dire, mais on espère que l'Occident, les Européens, aujourd'hui, il s'agit précisément des parlementaires européens, nous permettront justement de faire pression sur le régime Ouattara. Est-ce que ce n'est pas quelque part aller à l'entorse de l'aspiration à la souveraineté des peuples africains? Non, tu sais, ce que tu viens de dire pose le problème de la cohérence dans la démarche politique de nos leaders.
la chose politique doit se faire, l'exercice politique doit se faire avec une certaine éthique. Il faut souvent respecter aussi une certaine cohérence. Ce que vous dites est réel. L'opposition aujourd'hui, hier, a dénoncé l'ingérence des puissances étrangères. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui réclame l'intervention des puissances étrangères afin que le nom des différents leaders dont on parle maintenant soit réinscrit sur la liste électorale. Et hier, ceux qui étaient les opposants qui sont aujourd'hui au pouvoir dénoncent l'ingérence des puissances étrangères. Et bon, cette situation-là donne quel exemple à la jeunesse, aux aspirants qui vont assurer la relève de la politique? Et après, est-ce que de façon légitime, Soro Djabiga, vous êtes un pourfendeur de nos systèmes dits démocratiques? Ne me taguez pas comme ça. Je le fais, mais je ne suis pas un pourfendeur. Je viens. Voilà. Si vous dénoncez très souvent la partialité de nos institutions. C'est ce qui régule un État, c'est ce qui régule la démocratie. Je dis que vous êtes un pourfendeur de nos systèmes démocratiques. Vous estimez que nous sommes dans un pays de pluralité idéologique et politique. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Alors vous dénoncez régulièrement, c'est pourquoi je dis que vous pourfondez le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Quand c'est bon, j'apprécie sur ce plateau-là. Oui. Permettez qu'on évolue. Alors, puisque vous dénoncez régulièrement nos systèmes démocratiques, on peut évoluer? Ok, très bien. Ok, donc on peut évoluer alors. Alors, puisque vous dénoncez régulièrement nos systèmes démocratiques, à partir de là, on a une opposition qui se dit, mais on ne peut pas faire confiance à ces gouvernements-là. Vous évoquez récemment sur ce plateau le non-respect par certains dirigeants africains des normes démocratiques à travers la violation, par exemple, du respect de la limitation des mandats ou beaucoup d'autres choses qui, vous le disiez encore récemment, sont à l'origine de la déflagration, de la dislocation d'instances comme la CEDEAO. Alors à partir de là, quand on a des oppositions dans nos États qui ne peuvent pas faire confiance à ces instruments étatiques, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Vous savez, quels moyens de pression ont-elles pour se faire entendre les moyens de pression, nous avons à maintes reprises posé ces mêmes questions-là aux leaders politiques qui sont au devant des choses. Et récemment, on avait Samba David, quand nous avons reçu sur ce plateau. J'ai moi-même eu plusieurs échanges avec des leaders politiques et la même question revient et c'est les mêmes réponses qui reviennent. Ils disent que les différentes actions qu'ils prévoient de faire sont encadrées par la loi. Des conférences de presse, des marches, des meetings, des sittings, ça et là, saisir la justice, saisir les chancelleries. Voilà les actions qui s'offrent à l'opposition. Nous avons en face de nous une opposition qui est disciplinée. Maintenant, tout à l'heure, je déplorais moi-même ce manque de cohérence, de cohérence politique de la part de nos élites politiques, il faut le dire. Ceux qui dénonçaient hier l'ingérence politique des puissances étrangères sont ceux-là aujourd'hui qui réclament cette ingérence-là. Bon, c'est un peu dommage. Après, est-ce que c'est parce qu'ils sont désemparés? Ils se disent peut-être, là on est dans le cas du PDCI qui craint que son champion auquel il s'accroche tant, Tidjane Cham, ne soit pas dans le starting block pour la présidentielle d'octobre 2025. Pareil du côté des autres grandes formations de l'opposition, telles que le PPACI, GPS ou encore le COGEP de Charles Goudé. On se dit, mais on a tous nos leaders qui ne peuvent pas se présenter, qui ne peuvent pas présenter leur projet aux Ivoiriens dans un contexte électoral qui leur paraît exclusif, même si du côté du pouvoir, on estime que la justice fait son travail. De quels moyens peuvent-ils disposer? Je vous retourne la question que je viens de poser à Soro Djabiga sur les moyens qui sont à leur disposition pour se faire entendre. Vous savez, depuis sa venue à la tête du PDCI RDA, Cham est présenté comme un homme de réseau. Et vous savez, aujourd'hui, la situation qu'il vit, il est poussé dans ses derniers retranchements, il est attaqué, bousculé. Et aujourd'hui, ce qui lui reste à faire, au regard de la décision de la justice de cela quelques semaines, il recherche des soutiens internationaux. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est vrai, même si cette posture est plus ou moins gênante quand on parle d'éthique politique, parce que demain, vous serez surpris de voir ces mêmes personnes critiquer l'Occident quand l'Occident aura un regard sur la gestion quotidienne du pouvoir. Hier, on l'a vu avec notamment le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui a fustigé les Nations Unies, qui a fustigé l'Union européenne. Et aujourd'hui, on est quand même surpris de voir un Laurent Gbagbo qui appelle l'ONU à l'aide, alors que pendant de nombreuses années, l'ONU a été critiquée, pendant de nombreuses années, la France a été critiquée, les Européens ont été critiqués, et cela pose, comme Soro l'a dit,
le problème de l'éthique en politique. On attend véritablement de voir si est-ce que cela aura un impact véritable sur la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Je pense qu'on gagnerait en interne à trouver les solutions, en interne à voir comment redynamiser le parti, en interne comment faire taire les différentes divergences de points de vue pour voir comment on peut aller véritablement à ces élections. Parce que le PDCI, pour ma part, risque de perdre de vue l'essentiel. Parce que à se promener de capitale en capitale, on oubliera certainement de remobiliser les troupes, de consolider les liens au niveau du parti. Il y a de cela quelques heures, on a vu la démission du président Guy Kahué. Ça fait un peu désordre. Je pense qu'on gagnerait du conseiller Guy Kahué. Ça fait un peu désordre. Je pense qu'au regard de tout cela, je pense que le PDC gagnerait en interne de régler les problèmes en interne et puis essayer de voir notamment quelles sont les dispositions à prendre pour aller aux élections en octobre prochain. Alors, on a la contribution de Henri-Joël Kouadio. Il est le président de la JPDC universitaire. Et dans cet élément, il nous partage son point de vue, son analyse de l'importance que peut avoir ce déplacement de Bruxelles sur la lutte que mène actuellement le parti pour présenter son candidat Tidjane Thiam à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et nous sommes en Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir de politique sans qu'on ne parle de l'extérieur. Parce que même en Europe, ils font la politique de l'extérieur, ils parlent aussi de l'Afrique. Et aussi, nous, en Afrique, on parle de la politique extérieure, on parle aussi des pays de l'Occident. Donc aujourd'hui, l'arrivée du président Tidjane Thiam et du président du groupe parlementaire du PDCI-RDA et le porte-parole du PDCI-RDA, Bonjour Soumaïla, à Bruxelles, c'est quelque chose de salutaire. Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà des Ivoiriens, un bon nombre de pays européens ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, pour ne pas paraphraser, le professeur titulaire à l'université de l'économiste qui a fait dernièrement une sortie, qui a dit qu'il serait aujourd'hui difficile pour les pays qui voudraient investir en Côte d'Ivoire. Je parle des entrepreneurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire, de venir investir, étant donné que nous avons un problème avec nos juridictions. Donc aujourd'hui, le fait que le président Tidjane Thiam parte se présenter devant le Parlement à Bruxelles, c'est quelque chose de salutaire, c'est quelque chose de louable. Il faut que la politique se fasse autrement. Si aujourd'hui nous avons voulu en Afrique copier la démocratie de l'Occident, il faut qu'aujourd'hui, ceux qu'on a copiés, qui est l'Occident, qui forment l'Occident, puissent à un moment donné jeter un regard à cause de leur intérêt. Et aussi à cause du fait qu'ils défendent la démocratie et le droit de l'homme. Parce que ce que nous vivons en Côte d'Ivoire est au-delà de la démocratie, et au-delà des droits de l'homme. Aucun droit n'est respecté. Le juridisme n'est pas, le droit n'est pas dit. Le juridisme est manipulé par l'exécutif. Et aujourd'hui, nous assistons à ça. C'est pénible pour nous, les Ivoiriens. C'est pénible pour les investisseurs. C'est pénible pour tout le monde. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Tidjane Thiam à Bruxelles avec le président du groupe parlementaire devant le Parlement européen est quelque chose de salutaire que nous encourageons. Et nous souhaitons même que le président parte au-delà du Parlement européen, ailleurs, par exemple, pourquoi pas. Soro Djabiga, Henri-Joël Kouadio, qui plaide pour une implication assez forte des Européens dans le débat politique en Côte d'Ivoire et plus spécifiquement dans le débat électoral. Il espère que ceux qui, dit-il, pour le paraphraser, nous ont apporté la notion de la démocratie telle que nous la concevons et que nous la mettons en pratique aujourd'hui, puissent nous donner des orientations, sinon nous recadrer lorsqu'il y a des déviations, comme ce que le PDCI croit déceler actuellement en Côte d'Ivoire. Votre commentaire sur la position de ce militant? Je note qu'il salue le départ, la visite de Tidjane Thiam au Parlement européen pour aller déposer les observations du PDCI et les revendications du PDCI. Mais on l'a dit tout à l'heure, le Parlement européen dispose de plusieurs moyens de pression quand même pour pouvoir indirectement exercer la pression sur le pouvoir d'Abidjan. D'abord, le Parlement peut influencer, peut conditionner des appuis financiers.
Ça, c'est récurrent. L'Union européenne fait beaucoup de dons, fait beaucoup de prêts aux pays africains dans le cadre de leur développement. Nous savons à peu près à combien est élevé le budget de la Côte d'Ivoire et à quelle proportion l'Union européenne participe, par exemple. Donc, l'Union européenne peut, par exemple, conditionner les appuis financiers. Dans le cadre aussi des accords de partenariat, des élections transparentes en Côte d'Ivoire, l'Union européenne peut intervenir là-dedans aussi. Donc, c'est tout autant de choses que l'Union européenne peut mettre en avant pour pouvoir amener les uns et les autres à revenir à la raison et éviter un climat de déstabilisation. Donc je pense que ce qu'il salue est quand même salutaire pour tout le monde parce que ça va éviter une crise à la Côte d'Ivoire et tout le monde gagnerait, que ce soit RHDP, PDCI, PPACI, c'est tout le monde qui gagne. Voilà. Je vais revenir un peu sur le cas de Laurent Gbagbo. Vous savez, il ne faut pas être trop dur avec Laurent Gbagbo qui aujourd'hui salue l'intervention de l'ONU dans les médiations pour la réintégration de son nom. Qui se tourne, il ne salue pas, il se tourne, il sollicite l'implication de l'ONU. Voilà. Ça s'est imposé à lui. L'ONU était là au départ. Pourquoi chasser l'ONU à la fin? L'ONU était là au départ. C'est l'ONU qui a décollé l'avion pour pilonner sa maison avec la France. L'ONU a suivi le départ de Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire jusqu'à la CPI. L'ONU a tout suivi de près. Donc aujourd'hui, s'il a été acquitté et que les décisions qui ont été prises à la CPI ne s'appliquent pas, si l'ONU a un moyen de pression à exercer sur le gouvernement afin que ces décisions soient appliquées pour qu'il soit réhabilité à 100%. Donc il ne faut pas être trop dur avec lui parce que l'ONU était au départ du problème. Donc c'est tout à fait normal, c'est une continuité que Laurent Gbagbo aujourd'hui se tourne vers l'ONU pour pouvoir régler ce problème-là. Et puis bon, Jean-Richard ne cesse de le dire, gouverner c'est décevoir, c'est aussi commettre des erreurs. Laurent Gbagbo est un être humain, il peut se tromper aussi, comme tout le monde. Donc s'il a critiqué l'ONU hier, qu'il salue l'ONU aujourd'hui, bon, la vie politique est dynamique, hein, les opinions varient. Ce qui me dérange un peu dans cette posture, c'est que certains cadres du PDCI semblent être dans une sorte de confiance et ils veulent plus ou moins transmettre, c'est vrai, cette confiance-là à leurs militants en disant que suite à cette visite, les choses vont évoluer directement dans le bon sens pour Tidjane Thiam. Ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'il y a cette visite au niveau du Parlement européen. Certains ont évoqué une visite du côté également des États-Unis. Mais est-ce que ces différentes visites, est-ce que ces différentes actions peuvent amener le pouvoir d'Abidjan à changer son postulat? On attend véritablement de voir. Moi, je me dis que une élection ne se gagne pas forcément à l'extérieur. En visitant, c'est peut-être un atout, mais moi, je pense que l'idéal, c'est d'être auprès des militants ici. Les militants. Pour enchérir, on a une opinion africaine qui dénonce régulièrement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région ouest-africaine, même à l'échelle continentale, l'ingérence, dit-on, des Occidentaux dans les débats politiques intérieurs. Toutefois que la France, l'Angleterre, Washington se prononcent sur un fait d'actualité dans nos pays, on part tout de suite atteinte à notre souveraineté. Oui, effectivement. Sur ce coup, mais que peuvent faire les Européens? Ils sont finalement paralysés. Ah oui, vous savez, depuis quelques années, moi j'observe que ce soit les Français, les Européens ou même les Américains, ils interviennent très peu dans la politique intérieure. Ils prennent très souvent leur distance. Vous savez, depuis, avec ce qui s'est passé notamment au Mali, au Burkina ou encore au Niger, où les différents putschistes ont évoqué des questions de souveraineté, de panafricanisme pour garder le pouvoir ou pour gagner le pouvoir, les Européens font plus ou moins attention à leur position. Et j'observe qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notamment l'opposition, appelle les Occidentaux, appelle les Américains à faire pression, à couper les vivres à la Côte d'Ivoire pour que notamment le pouvoir change son postulat. On attend de voir, est-ce que cette posture, est-ce que ce positionnement-là sera payant? On attend véritablement de voir. Mais moi, pour ma part, je pense que cela dessert plus ou moins à la Côte d'Ivoire parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est décorné à l'international. C'est le visage de la Côte d'Ivoire qui est démocratique, qui pose problème. La Côte d'Ivoire est accusée, nos juridictions sont critiquées. Demain, ces mêmes diront que la justice n'est pas indépendante et d'autres viendront dire non, la justice est indépendante. Donc, par rapport à son positionnement, que ce soit au pouvoir que dans l'opposition, on essaie de voir plus ou moins si la justice est indépendante et je pense que c'est fort dommage. Moi, je pense que cette action du PDCI au Parlement européen, avec les lobbying aussi que le PPACI a avec l'ONU,
dans cette action-là, tout va dépendre du rapport des forces diplomatiques, des deux leaders d'opinion dont il s'agit ici. Tout va dépendre aussi de leur... On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, je voudrais qu'on se prononce rapidement, en 1 minute, sur la mobilisation assez significative à laquelle on a assisté ce vendredi à Bruxelles. Il faut dire que très tôt, à l'aube, les délégations de militants du PDCI ont effectué le déplacement en direction de la capitale belge, justement pour apporter leur soutien à leur leader, qui est dans une forme d'exil pas très clair au stade où on est. D'ailleurs, il déclarait dans une interview aujourd'hui à l'AFP qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire vu qu'il n'a pas la documentation administrative nécessaire pour se déplacer en toute sérénité. Alors, on peut le dire, il est encore très loin pour l'instant jusqu'à ce que son certificat lui soit délivré enfin. Alors là, on a les militants qui ont tenu à être présents aux côtés de leur président quand ils ont appris qu'ils seront au Parlement européen. Quelle est votre lecture de cette mobilisation qui semble avoir réchauffé quand même Cheikh Tidiane Cham? Oui, c'est pas nouveau. Hein. Depuis l'arrivée de Tidiane Cham à la tête du PDCI, on sent un sursaut, on sent une sorte de remobilisation, une sorte de regain de confiance au niveau des militants, au niveau des comités de base. Le PDCI revit. C'est vrai qu'il y a des réveils quand même, hein. Il y a des petites tensions internes, mais globalement, on sent que le PDCI a repris confiance. Le PDCI qui a perdu le pouvoir depuis 23 ans. Le PDCI aujourd'hui, Bredoumi ne cesse de le dire, hein, le PDCI n'est plus que jamais proche de l'exécutif. Et cette mobilisation que vous avez vue, elle est spontanée. Elle est spontanée. C'est à l'image des autres mobilisations que nous avons vues. Après, ça fait quand même quelques jours que l'on annonce que Cham sera à Bruxelles. Donc, on peut dire qu'elle a quand même pu être préparée par les comités dirigeants. Relativement. Au niveau d'Abidjan, ici, nous avons vu des mobilisations spontanées où on donne le mot d'ordre le matin. À partir de 10h, 11h déjà, le plateau est pris d'assaut. On donne le mot d'ordre la veille. Les gens viennent de San Pedro, de Korogo. Abidjan est pris d'assaut. Il faut dire que Tidiane Cham a suscité une certaine confiance au niveau des militants. Ça se sent quand on échange avec eux aujourd'hui. On sent qu'ils sont sûrs d'eux. Et aujourd'hui, ce qui les dérange un peu, ce sont les petits problèmes administratifs et judiciaires que Tidiane Cham rencontre au niveau de la scène politique. On va avancer vers une autre échelle pour parler du futur déplacement du président du PDCI, dit-on, au niveau de Washington, pour y rencontrer les élus américains, donc le Congrès américain, pour entreprendre la même démarche qu'il a eu à faire ce vendredi au Parlement européen. Est-ce que c'est une continuité dans l'offensive diplomatique du PDCI, une autre action qui peut peut-être secouer, faire évoluer un peu les choses? Je le disais tout à l'heure, tout dépendra du rapport des forces diplomatiques de Tidiane Cham et de sa capacité à pouvoir internationaliser sa cause. Déjà, à se faire entendre, après le Parlement européen, il va à Washington. Mais ce sont les décideurs de l'Europe, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce sont les grands décideurs. Aujourd'hui, ce sont des bailleurs de fonds qui gèrent toutes les firmes. Même quand on a besoin de sécuriser son territoire, on passe par eux. Quand on a besoin de pouvoir diplomatique, on passe par eux. Notre monnaie est battue là-bas. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Et donc, il faut être humble, il faut le reconnaître. Donc, Tidiane Cham aujourd'hui, quand il finit de boucler, je dis ça en griffe, quand il finit de boucler aujourd'hui avec l'Union européenne, il part à Washington. Et c'est sûr que le pouvoir d'Abidjan aura forcément des nouvelles de ces différentes visites qu'il fait à l'extérieur. Jean-Richard, votre avis sur cette mobilisation que l'on a suivie ce matin? Vous savez, j'aime à le dire, l'arrivée de Tidiane Cham a forcément dynamisé le PDCI RDA, même si en interne, le parti reste dans une sorte d'impasse. On ne va pas se le nier. On a eu l'affaire Valérie Boni, Valérie Yapo, excusez-moi, avec Bion, il y a une sorte de désenchantement. On l'a vu avec Guy Kahué notamment. Donc, je me dis qu'avec tout ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de mobilisation, mais n'empêche qu'il y a des critiques en interne. Il faut aussi chercher à résoudre ces différents problèmes. Et je me dis que Cham cherche à internationaliser sa cause pour être sur la liste électorale aujourd'hui. C'est de bonne guerre pour lui. Si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais fait pareil. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo appelle à l'ONU, Soro Diop appelle à l'Union africaine, à la Cour africaine des droits de l'homme. Chacun veut, et même à l'Union européenne, je pense que chacun veut être sur la liste électorale. C'est de bonne guerre. Chacun veut présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Mais après tout, dans la manière, il faut aussi, je pense que toute cette opposition aujourd'hui mobilisée gagnerait aussi à revoir aussi sa stratégie. Parce que tout reste possible en politique. Certes,
On n'a pas encore la décision du président Alassane Ouattara, mais je pense que l'opposition peut se mettre ensemble et partir à ces élections. Tout reste possible. Il suffit de faire taire les égos et puis... Puisque toutes les grosses têtes sont exclues à l'heure actuelle. Vous convenez avec moi qu'au niveau du PDC RDA, il y a de nombreux cadres. C'est un parti qui a plus de 79 ans aujourd'hui, qui a traversé les générations. Il y a plusieurs cadres. Quand vous prenez au niveau du PPAC, il y a de nombreux cadres. Après, s'il y a un empêchement du président du parti, c'est de voir les différentes possibilités. Moi, je vais l'arrêter une minute. Donne-moi une minute. Voilà. Jean-Richard a cette propension de toujours vouloir proposer aux leaders de l'opposition de s'arrimer aux désiderata du régime en place. Non, c'est la décision de justice. Mais oui, nous sommes dans le cadre de la justice, mais il faut qu'on respecte aussi les droits des uns et des autres. Vous savez, le débat est tellement profond. Le débat de la radiation de Laurent Gbagbo, chaque cas est typique. La radiation de Laurent Gbagbo, de Guillaume Kibafoyi Soro, de Tidjane Thiam et de Blé Goudé, chaque cas est typique, mais est discourtois. Chacun vient avec ses arguments, chacun essaie d'être convaincant. Et quand tu les écoutes, tu vois que déjà, c'est vrai que c'est une décision de justice, mais il y a quand même des mains politiciennes un peu en bas. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que comme c'est la justice qui a donné la décision, nous savons dans quelles conditions le président Alassane Ouattara a été fait candidat en 2010. C'est-à-dire qu'on peut faire des concessions, on peut prendre des décisions et pour pouvoir préserver la paix, pour pouvoir préserver la stabilité sociale. Très bien. Alors, vous avez 30 secondes, vous avez largement excédé le temps qui vous était accordé pour répondre à Jean-Richard. Une dernière question à vous deux. Vous avez la parole, vous gardez la main. Qu'est-ce que le Parlement européen peut faire de façon définitive pour ses opposants exclus qui visiblement semblent désemparés, ne savent plus à quel sens se vouer? Ils ne peuvent pas faire confiance à leur juridiction nationale pour espérer réintégrer le fichier électoral. Ils ne peuvent pas non plus se tourner vers les instances judiciaires de la sous-région, même continentale, parce que les expériences passées ne leur ont pas permis de faire suffisamment de pression sur le pouvoir d'Abidjan pour avoir gain de cause. À l'extérieur, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est la solution? Pas forcément, c'est un ensemble. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Tidjane Thiam sera à Washington. Le Parlement européen ne peut pas agir directement. Mais le Parlement européen dispose de plusieurs manœuvres pour pouvoir exercer la pression sur le pouvoir d'Abidjan afin de la mener sur la table des négociations et faciliter l'élection. Le Parlement européen peut aussi saisir le service européen pour l'action extérieure. Ce service-là peut agir directement parce qu'il est en charge des actions extérieures. Et à partir de là, mener des actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, conditionner des financements. On les accuse encore d'affamer les Ivoiriens? Ah ben, ça s'est fait hier, ça s'est fait là aujourd'hui. Les lobbying entre les puissances étrangères et les pays africains ne finiront jamais parce que ce sont deux entités. Mais ce sont deux entités ne sont plus les mêmes. Ce sont deux entités qui entretiennent des relations très dynamiques. Le Parlement européen a ses intérêts en Afrique et les Africains aussi ont leurs intérêts diplomatiques là-bas. Et il est important que ces deux entités collaborent pour préserver la stabilité dans tous les cas. Parce que ça ne profitera à personne s'il y a des cas de déstabilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un cas de déstabilisation, c'est un narratif que le Parlement européen ne veut pas entendre parce qu'il perd beaucoup d'argent aussi. L'Union européenne, pas le Parlement européen, absolument, il faut les dissocier. Il perd beaucoup d'argent aussi. Donc c'est important que la paix règne dans la sous-région pour que le commerce extérieur, pour que la diplomatie fonctionne normalement et soit nourrie. Jean-Michel Nguessan, une Europe qui met la pression sur l'exécutif en Côte d'Ivoire ou sur le judiciaire en Côte d'Ivoire, finalement, ça peut ressembler à cet envahisseur qui nourrit ce complexe de supériorité pour imposer aux Africains sa vision des choses, alors que nous prêchons depuis plus de 30 ans maintenant l'Afrique aux Africains. Les problèmes africains doivent être résolus par des Africains à la manière africaine. Occidentaux, rester en dehors de ça. C'est à ce niveau-là que cette démarche-là est plus ou moins gênante. Quand on sait aujourd'hui que le panafricanisme, les questions de souveraineté ont pignon sur rue dans les différentes discussions, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les kiosques à café ou même dans les salons feutrés. C'est certes pas un tabou, mais je pense qu'aujourd'hui, demander encore de l'aide des Européens, des Américains. Je pense que par moment, je me pose une question. Est-ce qu'on est véritablement prêt pour la démocratie? Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on va continuer, après plus de 60 ans d'indépendance, à tendre la main, à solliciter les Européens? Certes, ils nous ont enseigné la démocratie, mais je pense qu'on est aujourd'hui assez majeur. On est aujourd'hui assez... Majeur, mais sommes-nous pour autant matures? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est assez mature? Parce qu'aujourd'hui, en 2025,
voir des leaders d'opposition, des hauts fonctionnaires qui occupaient de grandes responsabilités à travers le monde, et même des fils de la Côte d'Ivoire qui ne sont même pas à même de se mettre autour d'une table pour parler, et on sollicite encore l'aide de l'Occident. On l'a fait en 2010, on l'a fait en 2002, on le fait aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'on va continuer dans cette posture-là? Je pense que c'est vraiment dommage. Alors, finalement, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Cheikh Tidiane Cham ne doivent pas ou ne devraient pas espérer en une action diplomatique de l'Occident pour mettre la pression sur le régime d'Abidjan. C'est une belle action parce qu'en allant voir le Parlement européen, peut-être c'est solliciter le Parlement pour jouer... le Parlement peut servir de passerelle ou même de pont pour une discussion avec le pouvoir en place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, retour en Côte d'Ivoire pour aborder un chapitre de l'actualité nationale qui, ma foi, est assez redondant. On a... après Théophore Koné, qui était jusqu'à très récemment le pilier de la galaxie soroïste dans la commune d'Abobo, on a un autre militant, et non des moindres, certain Marc Ouattara de l'UDS, qui est président de l'Union des soroïstes, qui, le 15 mai dernier, donc seulement hier jeudi, a officiellement rejoint le RHDP au pouvoir pour soutenir les actions du président sortant Alassane Ouattara. Soro Djabiga, premier commentaire sur cette défection qui, à l'évidence, semble être une tradition à l'orée des élections présidentielles dans nos pays. Hier, c'était Jean Yvesso et 6 du PDCI et d'autres cadres qui l'ont suivi. Avant lui, c'était un autre soroïste, Koné Fou, je le disais à l'instant. Aujourd'hui, encore un soroïste qui leur emboîte le pas. Le RHDP semble avoir adopté une stratégie d'érosion ciblée, c'est-à-dire la cooptation des différents cadres, des différents leaders, des différentes têtes des partis de l'opposition. Dans le cadre du GPS, ça a commencé pratiquement depuis 2018-2019, où il y a eu les divorces officiels entre Guillaume Kibafouri Soro et le RHDP. Il a laissé certains de ses lieutenants, certains de ses cadres au niveau du gouvernement, et il est allé, il a créé sa formation politique. Et après ça, la saignée a continué. Peut-être à goutte homéopathique, mais la saignée a quand même continué. Et aujourd'hui, il faut le dire, la sphère soroïste, on ne va plus employer le terme GPS parce qu'il a été dissous, mais son mouvement a été quand même un peu affaibli avec cet exil prolongé qu'il connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que Marc est parti, c'est un épiphénomène. Depuis 2019. Voilà, ouais, c'est un épiphénomène, il faut le dire. Marc est parti, mais il n'est pas parti avec les militants. Ils ont cette propension-là à toujours annoncer qu'ils sont partis avec tel... Il est parti avec des militants, avec des membres de l'UDS. Je voulais en venir. L'UDS qui signifie l'Union des soroïstes. Oui. Alors, il a des gens derrière lui. Non, Marc incarnait l'Union des soroïstes au moment où il était en odeur de sainteté avec Soro. Vous savez, les soroïstes se parlent, ils communiquent et ils savent la réalité. Les bisbilles entre Soro et Marc n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça fait quelques années de cela que cela a commencé. Donc les soroïstes ont compris. Mais est-ce pour autant que ceux qui jusqu'à hier suivaient Marc Ouattara, qui se proclamait toujours membre de la galaxie soroïste, n'étaient pas favorables à l'ancien Premier ministre ivoirien? Justement, écoutez le nom de ce mouvement, Union des soroïstes. Tu incarnes ce mouvement, tu es au devant de ce mouvement, mais tu n'es pas l'épicentre du mouvement. Alors on porte avec lui quelques membres. Le mouvement même porte le nom de Guillaume Kibafouri Soro. Il faut comprendre que c'est vrai que c'est un mouvement idéologique qui a été créé objectivement, mais on sent un peu de passion là-dedans, un mouvement qui porte le nom d'un leader politique. Marc est parti peut-être avec quelques membres du mouvement, mais il faut dire qu'il n'est pas parti avec le mouvement. Les leaders et les militants ont compris depuis longtemps que les relations entre Marc et Soro ne marchaient plus, et il a été un peu isolé depuis un moment, il était un peu isolé. Marc n'était plus présent au devant des choses, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus vu Marc dans les actions de l'aspect soroïste ou bien du mouvement GPS. Nous les voyons sur les réseaux sociaux, on les voit à la télévision faire des activités. Il y a longtemps qu'il s'est désolidarisé. Et ça n'a pas pour autant empêché l'évolution des choses. Il faut quand même avouer que le mouvement a été un peu affaibli avec l'exil prolongé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Guillaume Kibafouri Soro, et avec aussi le harcèlement, les tractations que certains subissent. D'autres sont arrêtés, d'autres sont libérés, après ils sont encore arrêtés. Tout ça, ça crée des mouvements, ça crée des dissuasions chez certains militants. C'est tout ça aussi, hein, le combat politique n'est pas linéaire, il est fait d'embûches, voilà, donc c'est pas facile. Tout à fait, Jean-Michel Nguesson, c'est un non-événement, comme tente de l'insinuer Soro Djabiga. Moi, j'estime que le RHDP reste dans sa posture qui est de déstabiliser l'adversaire, de recruter chez l'adversaire, mais cela aussi pose le problème de la fidélité, de l'éthique, aussi en politique.
parce que c'est véritablement dommage de voir une personnalité telle que Ouma, qui a créé une organisation qui porte, Marc Ouattara, pardon, qui porte le nom de Soro Guillaume, aujourd'hui se désolidariser. Et je l'ai écouté, il dit que son revirement est dû au travail du président Alassane Ouattara. Il dit Ouattara a donné beaucoup d'écoles à la Côte d'Ivoire, énormément d'enseignants et d'universités. Et par la même occasion, il a critiqué Soro en disant « Nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule aux pieds nos sacrifices. » Tu vois, aujourd'hui, lorsqu'on écoute, on est plus ou moins gêné. On est gêné parce que, quoi qu'on dise, Soro aussi a représenté, le président Soro a représenté une immense personnalité aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il était président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. Pendant plus de 6 ans, il était Premier ministre, il était ministre de la Communication, il était ministre d'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est un homme seul. Et cela est bien dommage. Aujourd'hui, c'est pratiquement ces derniers fidèles ont déchanté, ces derniers fidèles. Pas les derniers, c'est trop fort. Bon, permettez qu'ils finissent. Les derniers fidèles ont déchanté, les derniers l'abandonnent. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que le président fondateur de l'Union des Soroïstes quitte le navire, on se pose des questions. Est-ce que cette situation, est-ce que le président Soro est perdu à la politique? Après, est-ce que ces derniers connaissaient Four, Marc Ouattara aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pesait réellement? Quel était le poids réel dans cette galaxie soroïste? Au-delà de leur poids, c'était des personnes qui étaient des fidèles du président Guillaume Soro. Pas des fidèles, ils l'ont lâché. Non, mais à une certaine époque, c'était des fidèles. Mais aujourd'hui, vous avez évoqué son exil, il a été condamné par contumace depuis 2019, une longue absence. Après, est-ce que... Je me pose véritablement cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe tout ce qui se passe autour du président Soro, est-ce qu'il y a encore des fidèles parmi les fidèles qui sont prompts à l'accompagner dans son action politique? On va laisser Soro Djabiga de plus en plus, parce que de plus en plus, la plupart des Soroïstes sont en train de virer au RHDP. Très bien, Soro Djabiga, je reprends la question de Jean-Richard. Est-ce qu'il y a encore des fidèles qui pourraient, sinon je vais la reformuler sensiblement, ne pas se laisser tenter par l'aventure RHDP, que ce soit par conviction, parce qu'ils peuvent le faire aussi. Se dire, mais après, c'était avant tout des militants du RDR, des partisans de Alassane Ouattara, qui à un certain moment ont décidé de se mettre à l'écart pour suivre Guillaume Soro dans sa dissidence du RHDP. Alors, est-ce qu'ils se disent aujourd'hui, mais on retourne à la maison parce qu'on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin, ou bien ils peuvent se laisser peut-être tenter par ce que vous décrivez très souvent comme des manœuvres de subornation de certains opposants. Non, mais vous le dites souvent que ce n'est pas par conviction qu'ils rejoignent le parti au pouvoir. Je dis aussi que ce n'est pas par conviction, souvent je dis que ce n'est pas intérêt aussi. Les choses sont dites. Par conviction, par intérêt. À son niveau, il dit que le président Ouattara a énormément travaillé. Est-ce que Guillaume Soro, depuis l'exil, où il se trouve aujourd'hui, peut être assuré d'avoir encore des lieutenants sûrs sur lesquels s'appuyer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il a ses hommes forts qui sont implantés un peu partout. Il y a des délégations un peu partout sur toute l'étendue du territoire national qui exercent. Ce soir, moi, j'ai eu un cadre du parti. Je lui ai exposé le cas du mouvement. Pardon, je lui ai exposé le cas de Marc Ouattara et il m'a dit, dans un mur, lorsqu'un mur est fissuré, on retire la brique qui est fissurée et on met une autre brique pour pouvoir solidifier la structure du mur. Ça veut dire aujourd'hui que le GPS, sinon le mouvement, est en train de faire sa mur et rester avec les plus fidèles des fidèles pour pouvoir fonder quelque chose de solide. Parce que Guillaume Soro ne fait pas la politique dans un temps bien précis, il ne fait pas la politique de façon spontanée. Il se projette, il est encore jeune. Aujourd'hui, c'est eux la génération spontanée. Il ne peut pas continuer à progresser avec des gens qui ne sont pas sûrs. Vous parlez tantôt de est-ce que la saignée va continuer, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont partir. Vous savez, on ne peut pas prévoir les actions des autres. Hein. Personne n'a imaginé que Alain Lobognon, Kanigui, comment il s'appelle, Félicien Sekongo, tout cela, personne n'a imaginé qu'ils allaient trahir Soro un jour. Il nous reste très peu de minutes. Dernière question pour chacun d'entre vous en 1 minute, vraiment 1 minute chrono. Quelle posture de GPS à l'aune de ces nouveaux défis électoraux? Jean-Marc Kwame, Jean-Richard Guesson, pardon. Très rapidement, 1 minute. Moi, j'observe qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le mouvement est fragile et les derniers fidèles sont en train de, fort malheureusement, quitter le navire. Soro Djabiga.
Non, le mot dernier fidèle est fort. Guillaume Soro, c'est vrai qu'il est affaibli, le lion est malade, mais il n'est pas mort, il continue, il fait peur. Nous avons vu sa dernière visite au Ghana, nous avons vu dans quelles conditions il a été accueilli, dans quelles conditions il est parti, et nous avons vu un peu la teneur et l'impact que cela a eu. Guillaume Soro, quand il prend la parole, il faut regarder, il faut scruter ses réseaux sociaux, sur Twitter, un peu partout. Vous verrez que c'est quelqu'un qui est quand même suivi. Quand il fait un direct, il est suivi, il a de la voix, et il a encore son carnet d'adresse, son réseau à l'international, il a encore son lobbying qui continue de mener. Donc je pense qu'il n'est pas affaibli. Et puis, oui, surtout aujourd'hui, il est au niveau de l'AES. Quoi qu'on dise, lorsqu'un militant part, c'est dommage pour un parti et ça coûte surtout un membre fondateur de... Jean-Richard Nguessan, on vous retourne la parole, mais cette fois pour la titrologie. Quels sont les gros titres, les grosses actualités, pardon, qui ont marqué la presse ivoirienne pour ce vendredi 16 mai? Ouvrons ce tour d'horizon par l'intelligent d'Abidjan qui écrit à sa une à quoi servent vraiment les secrétaires généraux des clubs, et l'intelligent d'Abidjan met en lumière également la CEMU et affiche. La CEMU rassure, Tabo qui dit merci. Et puis toujours à la une du quotidien, on évoque les 3 rendez-vous à l'agenda de la première dame. Et puis avant de refermer la une de l'intelligent d'Abidjan, rappelons aussi le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le vice-président Temoko Mélié Kone rappelle que la nutrition est érigée en priorité sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. S'agissant des gros titres, des grosses actualités développées dans la presse aujourd'hui. Et puis pour les grands titres, on va marquer un arrêt avec le Jour Plus, et la question de la CEI était à la une de ce quotidien. La grande comédie du membre proposé par le PDCI, c'est qu'il dit pour s'éclipser de l'institution, la liste électorale définitive affichée le 20 juin, nous apprend le Jour Plus. Et puis dernière heure, barre à sa une, les propos de Tidjane Thiam suite à sa réélection. Il dit, et je cite, on va gouverner la Côte d'Ivoire avec compétence. Et puis Biche, le journal satirique, écrit avec humour, Thiam démissionne mais reste. Le journal gouvernemental Fraternité Matin parle de la coopération ivoiro-marocaine et dit ce qui suit. L'ambassadeur Ketani fait ses adieux au président Ouattara. RHDP News, dans le même angle, nous informe que l'ambassadeur du Maroc fait ses adieux à la présidente du Sénat. Et puis on va marquer un arrêt avec Génération Nouvelle, proche du président Guillaume Soro, qui écrit à 5 mois de la présidentielle ces signaux qui inquiètent les Ivoiriens. Le journal parle de la méfiance autour du fichier électoral et puis parle également d'un scrutin à haut risque. On va terminer avec le Patriote notamment qui affiche à sa une du RHDP. Effectivement, écarté de toute prise de décision au PDCI, Gikawe lâche Thiam. Et le journal écrit « Mon cursus politique ne me permet pas de m'accorder avec les méthodes actuelles du parti ». Merci Jean-Richard Nguessan. Soro Djabiga, en 30 secondes. On retient que notamment le fichier électoral, la commission électorale indépendante, en fait, tout cela entre dans le même champ lexical, et également le PDC-RDA reviennent assez régulièrement, de façon assez récurrente, à la une de nos journaux. Oui, c'est le point culminant de tous les débats aujourd'hui, l'épicentre de tous les débats, le fichier électoral, la CEI, et ça fait partie des éléments de revendication qui ont été déposés dans la lettre, qui ont été consignés dans la lettre de Thiam qui a été déposée aujourd'hui à l'Union européenne. Je pense que nous allons nous accommoder à avoir ce débat-là jusqu'à ce que le processus électoral, le point du processus électoral soit réglé ou bien jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. Merci bien Soro Djabiga, merci Jean-Richard Nguessan pour votre décryptage de l'actualité nationale pour ce vendredi 16 mai. L'Intelligent Club s'est terminé, on va se séparer là et puis on se donne rendez-vous le lundi prochain. D'ici à là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.